Ouais, on va essayer de faire ça. Je vais juste essayer de partager mon écran. Allô? Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. On va reprendre nos échanges autour des contrats miniers qu'on a commencé hier et autour desquels nous avons discuté des différents types de contrats, à savoir les contrats de concession, les contrats de partage de production et la catégorie juridique que nous avons inaugurée, entre guillemets, celle de contrat coopération. Quand j'ai dit inauguré, c'est peut-être pas tout à fait exact parce que la terminologie, elle est utilisée plus ou moins dans d'autres registres également. Et nous l'avons justifié de notre côté par le fait que globalement, il s'agit d'une aventure commune, d'une mutualisation de moyens de part et d'autre, d'un potentiel minier d'une part et de l'autre côté, d'un ensemble des attributs, des aptitudes économiques, financières, sécuritaires, technologiques, etc. Et tout cela fait que finalement, au lieu que ça soit un échange classique, c'est plutôt une addition de moyens pour atteindre des objectifs communs, soit l'exploitation de ressources minières au profit de toutes les parties impliquées au projet minier. Donc, nous nous sommes promis de passer en revue quelques éléments généraux relatifs au contrat minier, quelques traits généraux à partir de l'expérience de certains pays d'Afrique noire francophone et de revenir à travers une discussion, une mise en situation sur le type de contrat euh, qu'on estime optimal, approprié dans ce contexte-là. Ou alors, à défaut, les facteurs de négociation qui sont très importants pour pouvoir négocier ces contrats-là. Je voudrais juste me rassurer encore une fois. Docteur Robinson, je sais qu'il m'entend bien. Je ne sais pas si c'est le cas avec les autres auditeurs. Je ne vais pas donner l'impression de ne pas de parler sans être entendu. Est-ce que vous m'entendez? Effectivement, je vous entends. J'entends sans problème. Parfait, merci. Donc, la première étape qui est importante, c'est celle de la procédure de conclusion des contrats miniers. Alors, on a deux grands, deux procédures qui se recoupent plus ou moins. Il y a les procédures qui sont strictement contractuelles et il y a des procédures qui sont chapeautées par des accords internationaux, des traités internationaux entre États. Donc, sous-entendu, l'État d'origine de l'entreprise minière et l'État qui dispose ou qui dispose potentiellement de ressources minières, et donc l'état d'accueil de l'entreprise minière, si vous voulez. Alors, classiquement, ces contrats sont conclus sur un registre purement contractuel. Euh, une entreprise minière va voir un état minier
et ils scellent un accord au travers duquel ils organisent les conditions de recherche et d'exploitation minière. Ah, ok. Peut-être s'il est possible de teindre vos micros. Et donc, je disais tout à l'heure que classiquement, on a une procédure qui est plus ou moins contractuelle et euh, et qui en fait, se limite essentiellement à une relation entre l'État et les entreprises minières. Mais depuis quelque temps, on a des accords étatiques, interétatiques qui rentrent en jeu. Ces accords-là, si vous voulez, balayer le terrain, si vous voulez, pour l'intervention des accords contractuels. Et donc, on l'a vu avec la Chine, on est en train de le voir avec les États-Unis, avec l'Afrique ou d'autres pays comme l'Ukraine, où vous avez entre États des accords qui disent en gros que mes investisseurs miniers, mes entreprises minières seront chez vous pour exploiter les ressources et derrière, euh, vous recevez une partie des revenus miniers, mais également d'autres arrangements relatifs à l'accompagnement de façon beaucoup plus générale de l'État sur ces projets en matière de sécurité, en matière de développement économique. Je rappelle juste que ces accords interétatiques euh, sont sont similaires à d'autres accords interétatiques qu'on appelle communément les traités internationaux d'investissement. Et ça, c'est pas dans le domaine minier, c'est beaucoup plus large que ça. Et on a dans la plupart des pays des accords en matière de protection des investissements étrangers et deux États, ou deux ou plusieurs États d'ailleurs, parce que ça peut être un accord multilatéral, disent de façon générale dans quelle mesure les investissements se feront dans les pays signataires. Comment ces investissements se feront, quelles sont les garanties qui sont accordées aux investisseurs. Et donc, c'est beaucoup plus général, si vous voulez, ces traités internationaux d'investissement. C'est similaire pourquoi aux accords interétatiques qu'on a dans le domaine minier. C'est similaire parce que c'est d'abord une convention internationale. Ensuite, ensuite, c'est similaire parce que les entreprises minières, dans le contexte africain, en tout cas dans le contexte de l'Afrique noire francophone, euh, sont quasi systématiquement des entreprises étrangères et donc ils viennent sous forme d'investissements étrangers. Voilà pourquoi il y a des recoupements entre les accords interétatiques qui chapeautent les contrats miniers directement et les accords interétatiques des protections des investissements de façon générale qui impactent également, si vous voulez, la mise en œuvre de projets miniers par voie contractuelle. Je disais que si on n'a pas ce type d'accord interétatique, il y a un schéma purement contractuel qui se met en place. Et en règle générale, il y a des discussions, des pourparlers entre l'État et les entreprises minières qui sont formalisées par des accords précontractuels. Ça peut être un Memorandum of Understanding, un MOU, ça peut être un accord de principe, ça peut être toute convention précontractuelle qui dit que nous sommes d'accord pour avancer. Et donc, dans cette configuration, euh, tout comme dans la configuration de l'accord interétatique, dès que les gens sont d'accord sur le principe, il y a un engagement qui prend la forme d'une demande de titre minier par l'entreprise minière. Parce que dans la plupart des législations de l'Afrique noire francophone, le titre minier est l'instrument grâce auquel on peut faire des activités minières.
Si vous prenez un code minier comme celui du Sénégal, on vous dit clairement à l'article 6 ou 7 de ce code que nul ne peut exercer une activité minière s'il ne détient un titre minier. C'est fondamental. Voilà pourquoi, malgré l'existence d'un accord interétatique, malgré l'existence des discussions précontractuelles et des accords précontractuels, les parties avancent d'un pas supplémentaire à travers lequel l'entreprise formule une demande de titre minier. Et lorsque cette demande est formulée, comme on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas une demande simple. C'est une demande qui est formalisée. Euh, il y a un contenu, il y a des informations qu'il faut fournir sur l'identité du requérant, sur ses expériences, sur ses capacités techniques et financières. Et donc, il y a tout un ensemble d'informations qui sont à fournir. Alors, l'État opère un double contrôle, si vous voulez. Le premier contrôle est un contrôle de la recevabilité de la demande de titre minier. Recevabilité de la demande dans la mesure où, comme je l'ai dit, les textes prévoient un certain nombre de documents, d'informations à fournir. Et donc, sans rentrer dans le fond, dans l'examen de fond des informations fournies, si une pièce, une information manque, votre dossier n'est pas recevable. Encore une fois, cela met en exergue la dualité des régimes ou des instruments qui sont utilisés en matière minière. Bien qu'on ait un accord interétatique à la base, bien qu'on a un accord précontractuel dans certains cas, c'est un secteur d'activité qui est régulé et l'État a besoin de voir, a besoin de comprendre comment les choses se font et comment les choses se feront. Voilà pourquoi, après la demande, il y a un deuxième contrôle, plus ou moins de forme, euh, qui est relatif à la recevabilité. Alors, ensuite, il y a une troisième phase qui se met en place, c'est la négociation et la conclusion des contrats miniers entre l'État et l'entreprise minière. Vous allez m'interroger en disant, mais quand il y a recevabilité, on s'attend à ce que la prochaine étape soit l'examen au fond de la demande. Et alors, vous avez totalement raison. L'examen au fond se passe au moment de la négociation et de la conclusion des contrats miniers. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pourquoi on n'en fait pas une étape autonome, l'examen au fond? Parce qu'on a déjà eu des discussions euh, préalablement au niveau contractuel ou au niveau conventionnel, au niveau interétatique. Et c'est parce qu'on a avancé, on sait en fait que au fond, nous sommes d'accord et que l'entreprise présente tous les prérequis pour pouvoir exploiter. Voilà pourquoi, dès que la demande de titre minier est jugée recevable, on rentre dans une phase de négociation du contenu des conventions minières. Et donc, cette phase euh, se clôture. Cette phase de négociation et de conclusion se clôture par l'attribution effective des titres miniers. Parce qu'une chose est de juger votre demande recevable, une autre est de pouvoir euh, acter finalement le titre pour lequel la demande est fournie. Et cela ne peut se passer qu'à l'issue de la négociation et de la conclusion des contrats miniers. Vous voyez un peu comment les titres et les contrats s'enchevêtrent dans le cadre de l'organisation juridique des activités minières. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le processus de négociation des contrats miniers prend fin par l'attribution des titres miniers. Alors, il y a une dernière phase qui est celle de l'entrée en vigueur des titres miniers, des contrats miniers, autant pour moi. Comme on l'a dit tout à l'heure, la procédure, nous sommes dans le cadre d'un secteur d'activité réglementé et donc l'État prend un certain nombre d'assurances et la première consiste parfois
bien que le contrat est conclu et signé, son entrée en vigueur est différée. Ou alors, l'entrée en vigueur est assortie d'une condition suspensive qui consiste, par exemple, en l'approbation du contrat signé par le Parlement ou par le président de la République, d'accord? Ou par une autre autorité étatique. Et donc, quand bien même le contrat est conclu entre l'État et les entreprises minières, il y a une étape supplémentaire pour que ce contrat lie effectivement les parties, entre en vigueur, et c'est par exemple l'étape de l'approbation des engagements qui sont conclus. Et donc, on passe devant le Parlement, le ministre en charge de mine vient présenter le document conclu, et au terme des discussions, le contrat est approuvé généralement. L'entrée en vigueur peut également être différée ou suspendue pour d'autres considérations. C'est le cas également lorsque la conclusion de contrat est assortie du paiement d'un bonus de signature ou du paiement euh, du remboursement des coûts historiques. Je m'explique. Euh, Dans la première hypothèse des bonus de signature, ce sont des pratiques contractuelles qui se développent et qui permettent aux États africains d'avoir immédiatement des fonds, alors même qu'on n'a pas encore accompli les activités minières. C'est en quelque sorte une sorte de, excusez-moi la répétition, de, de, de- d'avant-goût, si vous voulez, de la rémunération qui est due à l'État. Et c'est une façon peut-être de récompenser aussi l'État pour avoir choisi l'entreprise minière. Parce qu'on est typiquement, très généralement, on est dans une hypothèse rappelez-vous, de demande spontanée ou de négociations ad hoc. Ce n'est pas des procédures d'appel d'offres. Et donc, une façon peut-être de dire merci à l'État, de nous avoir permis d'avoir les titres miniers ou de conclure les contrats, c'est de nous donner un bonus de signature. C'est un montant déterminé contractuellement qui est versé à l'État, indépendamment dès la conclusion des contrats. Et donc, l'État, pour s'assurer vraiment que l'entreprise le paye rapidement, il dit, écoute, on a signé le contrat, mais il n'est pas en vigueur tant que vous ne me payez pas mon bonus de signature. D'accord? Et donc, le bonus de signature, il est un peu opposé généralement au bonus sur la production. Le bonus sur la production, c'est typiquement la redevance sur la production. C'est un peu le montant qui est adossé sur la production une fois que celle-ci est réalisée. Ça peut être également le paiement des coûts historiques. Ça existe, les coûts historiques. Vous savez, dans la plupart des gisements miniers en Afrique, le processus n'est pas toujours linéaire. Parfois, l'État conclut des contrats, comme on l'a dit, dont l'objet est juste de fournir des informations d'ordre géologique sur l'existence d'un gisement. Parfois, on conclut un contrat de recherche et d'exploitation, mais le projet n'arrive pas à son terme. L'entreprise euh, découvre un gisement commercialement exploitable, mais ne passe pas à la phase d'exploitation. Et l'État la résilie. Et dans ces cas de figure, les informations qui sont obtenues grâce aux travaux de recherche deviennent la propriété de l'État. Elles sont transférées à l'État. Et donc, pour capitaliser ces informations qui profiteront à une prochaine entreprise minière, pour pouvoir monétiser cet avantage reçu de la relation contractuelle antérieure de l'État, l'entreprise paye un montant déterminé dès la signature du contrat minier. Voilà pourquoi ça prend l'expression des coûts historiques. En vérité, cela représenterait les coûts qui ont été mobilisés, les coûts des opérations antérieurement effectuées sur le site minier, qui a désormais en fait un nouvel interlocuteur, une nouvelle entreprise minière.
Donc, pour compenser un peu tout ce qui a été fait antérieurement, pour ne pas qu'on puisse fournir tout sur un plateau à une nouvelle entreprise minière, des informations capitales qui lui permettraient d'avancer, on rembourse ses coûts historiques et donc on verse un montant particulier. Et donc, pour s'assurer que ce versement soit fait, pour qu'il n'y ait pas de retard, on oblige à ce que l'entreprise minière paye ou rembourse les coûts historiques dès la signature du contrat et dont l'entrée en vigueur est effectivement suspendue jusqu'au paiement complet de ces coûts historiques. Est-ce qu'il y a des questions sur la procédure? Est-ce que c'est à peu près la même logique chez vous, dans vos pays, dans vos pratiques, ou est-ce que c'est des modalités différentes? Oui, oui, prof. Oui, Je sais pas si vous me suivez, vous m'entendez? Hmm. oui, bien sûr, je vous suis, bâtonnier. Oui, 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 j'ai dit, bon, en tout cas, je crois, de mon point de vue, la procédure est presque la même, hein. D'accord. Les conditions sont presque similaires, Mhm, et puis des strictes interprétations et applications. Parce que mhm, si on n'arrive pas à satisfaire à toutes les conditions, en tout cas, mhm. on ne peut pas se voir octroyer un titre minier. Peut-être que D'accord. là où je compte un peu, je Oui, cherche à savoir ce qui se passe parce que il y a ici chez nous en République démocratique du Congo, le oui, ministre des Mines a quand même de larges pouvoirs, hein. C'est lui qui octroie ok, des titres miniers. Je vous entends toujours parler du président, du décret, de l'Assemblée provinciale, quelque chose comme ça. Mais oui, chez nous, je crois que ce n'est pas le cas. Il y a le cadastre minier oui, qui instruit et donne un avis favorable ou défavorable et mhm, soumet ça à l'approbation du ministre, donc à l'arrêté ministériel. Donc c'est ça la réalité au Congo. Ici, c'est le président n'est pas du tout impliqué à ce stade-là d'octroi des titres miniers. Peut-être d'accord. ce que je comptais relever à ce stade ici, en attendant que les autres interviennent. Parfait, merci beaucoup. C'est bon à savoir. Effectivement, dans d'autres pays, vous avez une dualité d'autorité étatique, deux niveaux d'intervention. Quand c'est un titre minier de recherche, en général, c'est le ministre qui intervient par voie d'arrêté au terme d'une procédure d'instruction qui est faite généralement, en tout cas, par l'administration minière et d'autres administrations sectorielles et qui est un peu le travail équivalent qui est fait par le cadastre minier en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation, c'est un décret présidentiel qui approuve ces permis d'exploitation. Alors, on progresse un peu. Je vais juste... Alors, ça va, alors je comprends, mais au Congo, vraiment, tout est, même les permis d'exploitation, c'est le ministre des Mines qui D'accord, l'octroie après instruction au niveau du cadastre minier ou de l'administration, comme vous le dites là. d'accord. Alors, l'autre question qu'on a, c'est la question du contenu des contrats miniers. Alors, le contenu, comme vous le savez, il reflète un peu, si vous voulez, l'équilibre des droits, la répartition des droits et des obligations entre l'État et les entreprises minières. D'une part, et d'autre part, on a également, si vous voulez, un contenu plus ou moins réglementaire et qui récapitule un peu les exigences légales en matière de réalisation des activités minières. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le domaine, il faut toujours garder à l'esprit cette double variable, la variable strictement économique, strictement contractuelle,
et la variable plus ou moins réglementaire euh, en vertu des pouvoirs des polices, des pouvoirs réglementaires de l'État. Donc, premier type de clause que nous avons généralement dans les contrats miniers, c'est celle qui reflète le pouvoir réglementaire de l'État et les pouvoirs des polices de l'État. Et il consiste en gros à ce que l'entreprise minière, bien qu'elle est détentrice d'un titre minier, bien qu'elle a le droit de récupérer les ressources extraites si c'est un si c'est un modèle concessionnel, l'État doit veiller à ce que les choses se fassent bien et qu'il y ait un certain nombre d'informations relativement à comment les choses se passent. Voilà pourquoi il y a des clauses, des engagements relatifs à la fourniture d'informations à l'État. Cela peut être lié à lorsque l'entreprise découvre un gisement commercialement exploitable, il doit informer l'État. Cela peut être également le cas lorsque l'entreprise découvre une substance distincte de la substance pour laquelle le titre minier est délivré. Par exemple, on délivre un permis de recherche de l'or et on retrouve du diamant. Je dis des choses bizarres, mais si c'est le cas, en général, il y a un permis d'extension qui est délivré. Mais pour que ces permis d'extension soient demandés et délivrés, encore que l'État soit au courant qu'il y a une substance qui est découverte et qui est distincte du permis pour lequel le permis initialement octroyé. Voilà pourquoi on a des informations. Vous avez ces informations qui sont ponctuelles, qui sont assez circonstancielles, et vous avez d'autres informations qui sont plus ou moins périodiques. Et donc, ça dépend des pays. Parfois, c'est chaque trimestre, parfois, c'est chaque semestre, parfois, c'est chaque année où l'entreprise minière est tenue de renseigner l'État sur l'évolution globale, le déroulement global de ses activités. Deuxième type de clause également qui est généralement utilisée, c'est la clause de récupération de coûts et la clause de paiement ou la clause de partage de production. Alors, la clause de récupération de coûts, rappelez-vous, euh, comme on l'a dit tout à l'heure et durant nos cours précédents, la phase de recherche minière, elle est caractérisée par une prise de risque de l'entreprise minière qui va aller chercher de l'argent, des fonds pour faire des activités. Et une fois qu'on découvre ces activités, qu'on découvre des ressources minières, on passe à la phase d'exploitation. Mais l'entreprise minière, elle rattrape le coût. Elle négocie ce qu'on appelle des clauses de remboursement de coûts ou de récupération de coûts de recherche. Et donc, l'entreprise dit, écoutez, j'ai pris le risque. Maintenant, le risque, il est récompensé parce que non seulement j'aurai accès aux produits, aux revenus tirés de l'exploitation minière, mais je récupère également tout ce que j'avais initialement investi. Et donc, finalement, l'entreprise a en quelque sorte préfinancé la recherche minière. Et donc, elle récupère simplement ce qu'elle avait initialement mis dans le cadre des opérations de recherche. Alors, selon les pays, c'est plafonné, c'est bien réglementé. Il y a des coûts qui sont récupérables, il y a d'autres qui ne sont pas récupérables. En général, les coûts visent un peu tout ce qui est dépensé strictement dans le cadre de la réalisation des activités minières. Et donc, les dépenses courantes, les dépenses ordinaires ne sont pas forcément intégrées. Parce il y a d'autres mécanismes de déduction de ces coûts-là. C'est le cas en matière fiscale, comme vous le savez, lorsqu'il faut déduire un peu ce qu'on appelle les dépenses déductibles avant paiement de l'IS et tout ça. Ici, on vise des coûts qui ont contribué directement à la réalisation des activités de recherche minière. Donc, il y a une limite non seulement par rapport au champ d'application matériel, à la dimension matérielle des coûts de recherche, mais il y a également des limites par rapport à, si vous voulez, au taux de récupération. Il y a un plafond en général des coûts récupérables. Et il y a un étalement même parfois des coûts. On dit que pendant la première année de production, vous récupérez par exemple 50% des coûts de recherche. Pendant la deuxième année, vous récupérez les 25% restants.
et pendant la troisième année, vous récupérez ce qui reste. Ou alors, on peut dire que dans tous les cas, l'ensemble des coûts ne peut pas être recouvert. Vous récupérez juste les 70%. Ce sont des arrangements contractuels qui sont faits parfois sur la base des prescriptions légales. La loi détermine les plafonds et les modalités de récupération de coûts. Euh, et cela permet un peu, si vous voulez, à l'État de pouvoir avoir un minimum de récupération d'accès aux revenus. Parce que ce qui se passe, c'est que si on ne sécurise pas le mécanisme de récupération de coûts, on sera en phase d'exploitation ou en phase de production, mais que durant les premières années, l'État ne récupère pas, n'a pas accès aux ressources. Voyez-vous, c'est un peu ça la raison d'être de cette réglementation des mécanismes de récupération de coûts. Euh, Parallèlement ou en complément de cette situation, il y a une phase qui est immédiate, qui suit, c'est celle du partage de production ou du paiement si on est dans le cadre d'un modèle concessionnel. Si on est dans le cadre d'un contrat de concession, à ce moment-là, on paye la redevance qui est due à l'État. C'est un peu la contrepartie du droit minier qui est concédé à l'entreprise minière. Et donc, l'entreprise minière, puisqu'elle elle a le droit de commercialiser les ressources qui sont extraites, qui lui appartiennent, l'État a accès quand même à une partie de, euh, du prix de vente de ces ressources minières. Donc, c'est ce qu'on appelle la redevance minière. À côté, vous avez, parfois, ça prend également, outre le paiement de la redevance minière, on a également les coûts qui sont adossés sur les revenus miniers. Et on a parlé hier de joint venture sociétaire euh, où la société d'exploitation minière a comme actionnaire l'État, d'une part, et d'autre part, les entreprises minières. Et donc, pour les parts ou les actions qui reviennent à l'État, bah, comme en matière de société commerciale de façon générale, cette partie-là revient à l'État. L'État est payé proportionnellement aux droits sociaux qu'il a dans la société minière. Donc, c'est un autre mode de paiement. Troisième dimension, c'est lorsqu'on quitte cette hypothèse concessionnelle et on passe au partage de production. À ce stade, également, c'est une répartition conventionnelle des produits miniers. Et là également, en fait, c'est après déduction de coûts, hein, c'est ce qu'on appelle, en général, on distingue un peu ce qu'on appelle le cost oil du profit oil. Le cost oil, c'est les coûts pétroliers. Et donc, on déduit d'abord les coûts et ce qui reste, ça s'appelle du profit oil, c'est le profit partagé. Et donc, selon ce qui est convenu avec l'État et les entreprises minières, parfois c'est 50-50, parfois c'est 40-50, parfois c'est 70-30, ça dépend des législations, ça dépend des pratiques contractuelles. Et donc, proportionnellement à ça, l'État prend sa part et l'entreprise également prend sa part. Alors, très généralement, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'une fois que cela est fait, immédiatement ou dans la foulée, l'État dit, écoute, ma part, je te confie pour que tu puisses me vendre ça sur le marché international parce que, enfin, on ne consomme pas tout ce qu'on produit. Et donc, il est vrai qu'une partie de la production étatique est affectée à la consommation locale, mais une autre grande partie va vers les marchés internationaux. Et puisque ce circuit-là est bien maîtrisé par les entreprises privées minières, voilà pourquoi, en fait, l'entreprise, l'État, mandate séparément l'entreprise minière pour qu'elle puisse vendre sa part de ressources produites sur les marchés internationaux. Bien entendu, ce travail, il doit être rémunéré également pour, pour tout ce que l'entreprise fait pour vendre les parts de l'État sur les marchés internationaux. Parfois, l'État prend
et il trouve séparément quelqu'un qui démarche pour faire séparément quelqu'un qui est disponible pour pouvoir faire ce travail spécial de vente de produits. C'est un peu ce que fait Glencore parfois. Glencore est spécialisé dans la négoce, notamment des produits pétroliers, et donc il achète un peu la part de l'État pour pouvoir en fait vendre ça sur les marchés internationaux. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux clauses relatives aux informations et par rapport aux clauses relatives à la répartition des revenus ou des produits miniers? Bonjour, professeur. Je vous prends juste au vol. Désolé pour le petit retard. Il n'y a pas de souci, allez-y. Je voulais juste revenir, si vous pouvez me faire un résumé rapide sur les clauses, la clause relative au contrôle et aux informations. Oui. Tout simplement. Vous Un voulez que je petit revienne briefing, sur ça? s'il vous plaît, voilà. Ok, non, non, je disais tout à l'heure que en fait, cette clause, elle tire, elle est fondée sur le fait que l'État, même dans le cadre d'un modèle concessionnel où finalement on vend les ressources minières à l'entreprise minière en contrepartie euh, d'un droit à redevance ou d'un droit à des participations au niveau de la société d'exploitation minière, l'État a une responsabilité en vertu de ses pouvoirs de police, en vertu de ses pouvoirs réglementaires, donc de contrôle et de surveillance des opérations minières. L'État doit savoir ce qui se passe. Voilà pourquoi on met en place des clauses d'information. Première justification. Deuxième justification, elle peut également être d'ordre contractuel. Pourquoi d'ordre contractuel? Parce que rappelez-vous, en matière de contrat de partage de production, on a dit qu'on a finalement plusieurs acteurs. Et donc, les acteurs contractuels sont classés en deux catégories. Il y a l'opérateur, c'est celui qui fait matériellement l'activité minière sur le terrain ou l'activité pétrolière selon les cas. Et il y a les contractants qui ne sont pas opérateurs. Mais il faut que les relations entre ces deux-là soient organisées. On a parlé de contrat d'association. Et donc, c'est généralement dans le contrat d'association où on dit un peu quelles sont les obligations de l'opérateur en matière d'information des contractants non opérateurs. Donc, il doit rendre compte de ce point de vue-là parce que l'opérateur, il ne fait pas ça pour lui. Il représente également les autres contractants. Donc, ce sont un peu ces devoirs, cette relation contractuelle particulière. En tant que mandant, il lui revient d'informer en tant que mandataire, il lui revient d'informer ses mandants sur le travail qu'il est en train de faire. Donc, c'est un peu ça le fondement légal et contractuel de ces obligations d'information. En quoi consistent-elles ces informations? Là également, on a pris quelques exemples. On a pris un peu l'exemple des informations qui sont circonstancielles, qui sont, euh, qui sont en fait, si vous voulez, euh, qui sont liées à des événements spécifiques et d'autres informations qui sont données de façon plus ou moins constante. Les informations qui sont données de manière circonstancielle, c'est lié à l'avènement d'une situation particulière. On a donné l'exemple de la découverte d'un gisement commercialement exploitable. Ça, c'est une information qui doit être fournie à l'État et ça conditionne un peu la suite de la relation. Est-ce que l'entreprise souhaite exploiter? Elle doit réaliser les évaluations et demander un titre d'exploitation. Il y a également l'information sur la découverte d'une ressource qui est différente de celle pour laquelle le titre minier est initialement octroyé. Ça peut arriver, les réalités géologiques, on ne peut pas les prévenir à l'avance. Et donc, parfois, on va pour l'or et on découvre autre chose que l'or.
Dans ce cas également, il pèse sur l'entreprise minière un devoir d'information à l'État pour lui dire, écoute, tu m'as donné un titre minier pour l'or, j'ai découvert autre chose. Et dans ces cas de figure, les législations minières prévoient des permis d'extension. Et donc, on autorise l'entreprise minière à pouvoir en fait étendre son activité sur la nouvelle ressource découverte. Et c'est un exemple d'information circonstancielle là aussi. Donc, à côté de cette catégorie d'informations qui sont ponctuelles, qui sont liées à des événements en particulier, il y a des informations qui sont plus ou moins constantes et qui sont délivrées de manière périodique. Donc, vous avez des obligations, des rapports à produire au profit de l'État ou au profit des autres contractants euh, à caractère, par exemple, mensuel ou trimestriel ou annuel et qui détaillent un peu les conditions dans lesquelles les activités minières se réalisent du point de vue technique notamment. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit sur cette partie relative à l'information et au contrôle. Et professeur, est-ce que cette obligation n'est pas limitative? Est-ce que, je veux dire, la personne qui requiert les informations est libre de demander toutes les informations qu'elle veut, qu'elle estime nécessaires, ou il y a des informations que l'entreprise peut estimer confidentielles et ne pas être tenue à divulguer? Alors, ici, il faut distinguer deux choses. Il y a selon le modèle contractuel, si on est dans le cadre d'un partage de production, les informations ne peuvent pas être confidentielles pour l'État. Parce que l'État, il est contractant, également, il est intéressé par ce qui se passe. Pareil pour le modèle concessionnel, même si ce n'est pas le même type de répartition des intérêts, les informations ne sont pas de nature confidentielle, par principe, en tout cas pour l'État. Par contre, dans les relations avec les tiers, ces informations peuvent être considérées comme confidentielles. Et vous avez des clauses de confidentialité dans les conventions minières. Ça astreint un peu les parties à ne pas divulguer les informations envers les tierces Tout à personnes. fait. Donc, hormis ces hypothèses-là, entre les parties, généralement, les marges de confidentialité sont très limitées. Très bien. Merci, professeur. Je vous en prie, d'autres questions? Alors, on passe à une deuxième catégorie de clauses, si vous voulez, une deuxième catégorie, euh, une troisième catégorie de clauses, c'est les clauses de contenu local. Alors, comme vous le savez, jusqu'à une période récente, euh, on n'avait pas de législation sur le contenu local. Et donc, ce qui fait que le contenu local est le résultat d'arrangements contractuels. Et donc, c'est au niveau contractuel que l'État invite l'entreprise minière à pouvoir associer des entreprises locales à la fourniture des biens et des services qui est liée à l'exécution des activités minières, recrutement du personnel local, fourniture des biens et services locaux, transfert des technologies, etc. Donc, toutes ces considérations étaient essentiellement réglées par voie contractuelle. Et donc, c'est quelque peu récemment, dans les 5 10 dernières années, où on fait recours, si vous voulez, on fait recours on a, le contenu local a fait l'objet des législations spécifiques. Et donc, finalement, ce qui était des arrangements contractuels est devenu des obligations légales qui figurent un peu dans le cadre d'un texte de loi et qui est également en fait réalisé dans un cadre institutionnel spécifique. Donc, vous avez un organe de régulation ou d'organisation du contenu local qui prend un peu le contrôle des choses et
finalement, ça se passe par ce canal-là. En général, on fournit un plan de contenu local chaque année, préalablement, en fait, pour l'année N+1. Donc, un an plus tôt, on dit un peu, l'année prochaine, on a besoin de ça, 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 pour la fourniture de biens et de services pour la réalisation des activités minières. Et ces informations sont prises par l'organe en charge du contenu local et l'organe les met à la disposition des entreprises, généralement dans une plateforme d'intermédiation. Et les entreprises locales qui sont intéressées ou qui estiment avoir les capacités vont se manifester. Et donc, sur cette base, des contrats de contenu de fourniture de biens et services locaux ou de recrutement du personnel local sont conclus. Donc, finalement, une grosse partie de tout ce qui est contenu local est aujourd'hui prise en charge au niveau par l'intermédiaire des règles et des institutions qui sont spécialisées en matière de contenu local. Mais il n'en demeure pas moins possible que des parties continuent d'avoir des arrangements contractuels relatifs au contenu local. D'ailleurs, quand vous prenez l'exemple de pays comme le Sénégal, les modèles de contrats miniers, malgré l'avènement de législation et des institutions en matière de contenu local continuent à avoir des obligations euh, de nature contractuelle. Et donc, il y a une phrase qu'on retrouve généralement pour dire qu'en fait, sous réserve de la législation en matière de contenu local ou sans préjudice de ce qui est prévu en matière de contenu local, voici un certain nombre d'engagements contractuels relatifs à ces contenus locaux-là. Et donc, si vous voulez, ça permet également à l'État de pouvoir disposer des outils contractuels pour sanctionner éventuellement la méconnaissance de ces engagements relatifs au contenu local. Si c'était uniquement légal, il y a des voies qui sont organisées par la loi, mais si c'est contractuel, c'est généralement les outils contractuels qui peuvent servir un peu à la sanction de ces manquements. Ça devient un manquement contractuel. Et donc, s'il y a des pénalités, s'il faut recourir à un règlement arbitral de différents. Bref, ça devient un engagement contractuel à part entière avec toutes les implications en termes de sanctions, les cas échéants. Donc, voici un peu, si vous voulez, comment se présentent euh, les engagements relatifs au contenu local. Est-ce que vous avez des observations? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans vos pays ou comment c'est organisé? Professeur, globalement, au Gabon, nous n'avons pas, sauf à me tromper, nous n'avons pas un organisme spécifiquement dédié aux questions du contenu local en matière minière ou pétrolière. Naturellement, ce sont des dispositions, nous avons en général les directions, soit des hydrocarbures, soit au Gabon, nous avons ce qu'on appelle la SACEM, qui est un peu l'organe qui gère aujourd'hui toute l'activité minière au Gabon, mais je n'ai pas encore entendu parler d'un organe spécifique dédié au respect ou à la surveillance et au contrôle de tout ce qui est contenu local. Mais j'ai également une autre question, si vous me permettez. Est-ce que le contenu local, finalement, devient une clause substantielle portant même à la validité ou, je sais pas comment on peut le dire, pouvant entraîner la nullité du contrat minier ou pétrolier? Est-ce que ça devient, au regard de l'importance de cette matière, est-ce que ça devient une forme de clause substantielle? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, ça, c'est vraiment une question, c'est matière à interprétation du contrat. Ça dépend de comment on interprète le contrat et comment les parties se sont pris. Alors, vous savez, en règle générale, les parties peuvent convenir par voie contractuelle de dire que le manquement à telle clause constitue une violation substantielle du contrat ou une inexécution essentielle.
et par conséquent, à même de justifier l'extinction anticipée du contrat. du contrat. Dans ce type de situation, c'est au parti de dire que telle obligation constitue pour nous une obligation essentielle et dont le manquement entraîne les sanctions suivantes ou telle ou telle autre sanction. Euh, Parfois, c'est pas une liste précise des obligations, mais on vous dit, par exemple, ce sont des obligations dont la violation compromet la réalisation du projet minier. Ça, c'est plus ou moins euh, objectif. Et donc, on aligne, si vous voulez, la violation à, à la réalisation de l'opération envisagée. Il est arrivé, par exemple, dans la jurisprudence arbitrale, qu'on, que des tribunaux arbitraux refusent de sanctionner ou de qualifier la violation d'une obligation d'information. Parce que, en l'occurrence, l'entreprise minière avait cédé ses droits miniers, ses droits pétroliers, c'est une entreprise américaine face à l'État de Géorgie, et qui n'a pas informé l'État. Et donc, l'État a résilié et il a estimé que c'était une violation substantielle. Mais tel que les parties ont défini la violation substantielle, dans le cadre de leur contrat, le tribunal arbitral a dit que non, ça n'est pas substantiel parce que ce n'est pas lié directement à l'exécution des opérations pétrolières. Et donc, autrement dit, cette information, ce manquement n'affecte pas directement la réalisation des activités projetées. Donc, ça, c'est par exemple un cas dans lequel on a écarté le manquement à une obligation contractuelle comme étant une violation substantielle du contrat. Et donc, pour le contenu local, ça dépend. À moins que les parties aient prévu ça ou que la loi ait prévu, il est un peu difficile et donc le raisonnement sera au cas par cas. Et donc on dira que dans tel cas, c'est une violation substantielle, dans tel autre cas, ça n'est pas. Ça dépend vraiment. Quand je prends l'exemple du contenu du Sénégal, l'analyse est faite à partir du titre minier. Et donc, la loi prévoit un certain nombre de causes de retrait du titre minier. Parce que si le titre minier est retiré, la convention devient caduque. Et donc, au titre des causes de retrait du titre minier, on vous dit par exemple une activité persistante, violation des normes environnementales, et c'est libellé de façon tellement large qu'à la fin, on dit toute violation du code minier ou de la législation minière. Et dans ce cas, si l'obligation de contenu local est prévue par le code minier ou une législation spécifique, on peut effectivement, cela peut être la cause de retrait du titre minier qui aura pour conséquence d'entraîner la caducité du contrat. Donc voilà un peu comment la chose peut être appréciée. Tout à fait. Merci, professeur, ce qui est très logique. Autre question par rapport à ces sujets? Oui, professeur, Oui, je voudrais seulement peut-être préciser qu'au Congo, oui, il n'existe pas aussi vraiment de direction spécifique, mais euh, la tâche a été confiée à l'Agence congolaise de l'environnement, qui d'accord. travaille en collaboration avec la direction de protection de l'environnement. Ces Ok. deux services vraiment liés à l'environnement Oui, mènent des investigations, vont vers les communautés locales qui ont été consultées oui, et dressent un PV qui constate les défauts du respect des engagements sur le plan social ou du contenu local. Et alors, ok. à ce moment-là, la suite, c'est que on encourt la déchéance, comme vous venez de le Mhm, dire là. mhm. Et oui, voilà, les retraits du titre minier pour non-respect
de ces engagements. Donc, ça, c'est prévu par les codes miniers congolais. Mais cette fois-là, c'est vraiment la direction de l'environnement qui s'en occupe. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces observations j'encourage vraiment et je salue ces efforts-là de nous donner des feedbacks par rapport à vos pays. Ça enrichit la discussion et ça nous permet également comment bénéficier des avantages comparatifs qui peuvent exister dans une juridiction ou dans une autre, dans un pays ou dans un autre. Alors, troisième type de clause qu'on a évoqué hier, c'est les clauses de stabilisation. C'est globalement justifié, comme on l'a dit hier, par le fait que les projets miniers se réalisent sur une longue période, une dizaine, vingtaine, trentaine parfois, voire plus, et que l'entreprise minière, en s'engageant, prend des risques, fait des calculs de rentabilité par rapport à ses investissements. Et ces calculs de rentabilité incluent également ses charges vis-à-vis de l'État. Ce qu'elle doit payer à l'État en termes de contribution au fonds minier, ce qu'elle doit payer en termes de part étatique à la production, ce qu'il doit payer en termes de taxes et d'impôts. Et si finalement chaque année ces éléments varient, l'entreprise ne pourrait pas, cela perturberait, si vous voulez, les calculs de rentabilité et finalement même les intérêts qui sont perçus par l'entreprise minière. Je ne suis pas en train de justifier l'existence des clauses de stabilisation, mais je décris un peu la rationalité qui est derrière. Et donc, pour toutes ces raisons, l'entreprise négocie des clauses de stabilisation qui parfois ont leur source même dans nos législations, dans nos textes de loi, et qui en gros consistent à dire, au cas où dans le cadre de la réalisation des projets miniers, si on arrive à adopter un texte, un nouveau texte qui alourdit les engagements financiers de l'entreprise, ces nouvelles règles lui seraient inopposables, lui seraient inapplicables. Donc, voici, si vous voulez, la formulation classique des clauses de stabilisation. Ce qu'il faut dire, c'est que sous cette description, c'est en réalité l'idée de gel de la législation qui est retenue. Et donc, on gèle la législation applicable à un contrat. Par exemple, si le contrat est conclu sous l'avènement d'un code minier qui date de 1995, alors qu'en 2000, il y a eu un nouveau code, pour l'entreprise minière qui a une clause de stabilisation, elle va continuer à être régie par par le code de 95. Et donc, on gèle carrément une législation pour une entité déterminée pendant une période déterminée. Alors ça crée des difficultés pour l'État. Ça crée des difficultés pour l'État parce que si l'État voulait un peu ajuster ses revenus pour une raison ou pour une autre, les nouvelles augmentations donc, à caractère fiscal, financier ou parafiscal, si vous voulez, ne seraient pas applicables à l'entreprise minière. Et donc l'État s'engage un peu, si vous voulez, sur toute la durée des vues de projet, alors que les conditions dans lesquelles le contrat a été négocié initialement auraient probablement varié. Par exemple, les prix des matières premières auraient peut-être grimpé sur l'espace des 10 ans, 20 ans, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces clauses de stabilisation ont été dénoncées, pas simplement sur le plan financier, mais également sur le plan non financier. Et on s'est rendu compte que la stabilisation, elle est très largement négociée. Ça couvre tout le droit applicable parfois. Et donc, l'État se trouve de fait obligé de ne pas appliquer à une entreprise déterminée toutes les nouvelles législations, y compris en matière de protection de l'environnement, de droit de travail, de transition énergétique, etc. Voilà pourquoi, finalement, il y a eu beaucoup de contestations par rapport à ces clauses-là, y compris de la part des sociétés civiles, de la société civile, et cela a donné lieu à deux évolutions importantes.
La première, c'est que de plus en plus, on exclut du champ d'application de la stabilisation toutes les évolutions réglementaires en matière de protection de l'environnement, de droits sociaux, des droits de l'homme de façon générale. Parce qu'on considère que c'est fondamental, c'est impératif, et donc on ne peut pas empêcher l'État pendant 20 ans, 30 ans de revoir sa législation en la matière. Donc, première limite. Deuxième limite, qui est encore beaucoup plus importante, c'est que les gens se sont rendus compte que, ben écoutez, dans tous les cas, on ne peut pas empêcher l'État par les mains de légiférer. Et si l'État est souverain, encore une fois, s'il décide euh, de légiférer et d'appliquer à une entité particulière la nouvelle législation, c'est très difficile de le contraindre à ne pas faire autant. Voilà pourquoi on a dit que on a l'engagement initial de gel, mais on a sorti ces gels de deux variables. Il y a indemnisation et il y a une variable renégociation. Pour dire que finalement, s'il y a une évolution législative qui impacte les engagements financiers de l'entreprise minière, l'État doit indemniser le surplus qui résulte du changement législatif observé. Ça existe et c'est un peu ce qu'on a dans le contrat administratif classique dans les pays qui connaissent le contrat administratif. Quand l'État modifie unilatéralement, la contrepartie, c'est l'indemnisation un peu du co-contractant de l'État par rapport au changement unilatéral qui est fait par l'État. Alors, on s'est rendu compte également, c'est pas très pratique parce que pour la plupart des pays africains, quand ils modifient leur législation, c'est parce qu'ils ont besoin de sous. Ils ont besoin de renflouer les caisses. Et donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a besoin de l'argent de compenser euh, financièrement en déboursant de l'argent. Et donc, cette solution s'est révélée peu praticable. Voilà pourquoi c'est une deuxième option qui a eu un peu plus de succès et qui consiste en la renégociation des termes du contrat. Et donc, typiquement, on s'assoit à nouveau pour dire que l'équilibre des intérêts sur la base duquel on a conclu notre convention a changé. Voilà pourquoi il faut qu'on s'assoie pour redéfinir nos engagements, pour revoir un peu le contrat, l'équilibre global, et de la sorte, on puisse permettre à chacun d'entre nous de se tirer d'une bonne manière, en fait, si vous me passez l'expression du jeu. Et donc, finalement, à chaque fois qu'il y a un changement législatif qu'on veut appliquer ou qu'on a appliqué à l'entreprise minière, c'est l'occasion pour l'entreprise minière et l'État de s'asseoir, de revoir l'équilibre global. Donc, on ne va pas remettre en cause la nouvelle législation, mais vous savez qu'en matière de contrat, il y a toujours un volet réglementaire et un volet purement contractuel où c'est négocié. Et donc, l'entreprise trouve des stratégies pour renégocier des aspects contractuels et pour retrouver un nouvel équilibre contractuel à la relation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau par rapport aux clauses de stabilisation. Quelle est votre pratique? Quelle est votre expérience là-dessus? Est-ce que vous avez les mêmes limites euh, ou éventuellement est-ce qu'il y a des contentieux par rapport à à de nouvelles législations qui ont été occasionnées par voilà, l'avènement de nouvelles législations en violation des engagements de stabilité? Oui, professeur, au regard du débat que suscite justement la controverse que suscite cette clause de stabilisation ou de Oui. stabilité, est-ce que finalement c'est une clause qu'il faut, je veux dire, exclure des contrats miniers ou reformuler en clause de renégociation d'ajustabilité du contrat? Parce que finalement, on se rend bien compte que c'est une clause qui est le fait des multinationales. Parce que on est bien tous au courant que le cours des matières premières change sans cesse, les législations nationales et internationales changent sans cesse.
et que c'est complètement absurde d'imaginer un contrat qui ne s'ajuste pas aux modifications législatives ou financières. Et donc, stabiliser un contrat pendant 15 20 ans, c'est à mon sens une véritable arnaque au préjudice des pays miniers ou pétroliers. En ce qui me concerne, est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans les clauses principales du contrat minier, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement envisager la réécriture de cette clause, non plus en clause de stabilité, mais beaucoup plus en clause de renégociation, par exemple? Si nous sommes amenés demain à rédiger ou accompagner la conclusion des contrats miniers, est-ce que c'est pas obligé voilà, de revoir la dénomination de cette clause au regard de la controverse? Vous avez totalement raison et c'est un peu la nouvelle tendance. Et d'ailleurs, on les appelle de plus en plus des clauses d'équilibre économique. C'est comme ça qu'on on les appelle désormais dans la pratique et dans la doctrine. Parce que pour la bonne et simple raison, on s'est rendu compte que c'est très difficile d'empêcher l'État de légiférer et d'appliquer sa législation dans son territoire. Ça également, c'est une considération très importante en matière minière. L'État est souverain dans son étendue territoriale. Et donc, on s'est rendu compte que ce qui est plus réaliste, c'est d'assortir l'engagement de stabilité d'une clause de renégociation qui consiste à dire, en gros, que si euh, la nouvelle législation est appliquée, les partis vont s'asseoir pour renégocier euh, l'étendue de leurs engagements et pour donner au contrat en fait un nouvel équilibre. Oui, pour répondre directement à votre question, c'est bien que vous intégrez dans votre pratique des clauses d'équilibre économique qui permettent aux partis de s'asseoir et de corriger éventuellement les déséquilibres qui sont en fait le résultat d'une évolution législative. Très bien, Oui, donc merci. ok, je peux aussi, Bien sûr. oui, voilà. Donc, moi, je me dis pour ma part que même dans la formulation quoi, de clauses là, je crois il est important qu'on précise que c'est lorsque la modification est défavorable. Parce que lorsque je considère que, je prends juste un exemple, que voilà, la redevance minière, on dit par exemple 10%. Et puis l'État dit il veut attirer les investisseurs, bon, il va à 8%. Alors cette clause de stabilité-là, dans le cas où elle est maintenant, le changement ou la modification est favorable maintenant à l'investisseur ou quoi, est-ce que à ce moment-là, vraiment, l'État, moi je pense que l'État peut aussi bénéficier de la clause. Si on ne peut pas y toucher pendant, je crois, 10 ans, 15 ans, en dépit de la modification, qu'elle soit favorable ou défavorable, parce que même en lisant le code minier congolais, la garantie de stabilité ne précise pas que cette stabilité, cette garantie-là qui est acquise, intangible aux titulaires des droits miniers, doit l'être lorsqu'elle est défavorable. Ce n'est pas précisé. Alors je me dis, mais alors l'État peut aussi en tirer profit, et même en cas de modification pouvant aller dans le sens de pouvoir être favorable aux titulaires des droits miniers, mais l'État peut dire non, mais je m'accroche aussi à cette clause-là, on n'y touche pas. Et toi, tu restes à 10%, bien que la législation maintenant pas parle de 8%. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment aussi m'éclairer là-dessus, professeur. Merci beaucoup, merci pour ce commentaire et vous avez totalement raison. Et donc là également, il y a une pratique qui s'est développée à la fois de la part des États et des entreprises minières. Et donc, premier niveau de développement, c'est de dire que euh, l'entreprise dispose du droit d'opter pour une nouvelle législation favorable. Donc, en vérité, même s'il y a une clause de stabilisation, on précise que l'entreprise a le droit d'opter pour la nouvelle législation lorsqu'elle estime qu'elle lui est favorable. Et tout cela, vous savez, c'est le résultat,
tout cela est le résultat, tout cela est le résultat de comment, tout cela est le résultat de comment euh, les relations entre État et entreprises minières euh, est formulée. Euh, je dis ça, je dis ça parce que euh, les relations sont toujours vues euh, comme si, en fait, il faut protéger l'entreprise minière et c'est finalement l'entreprise minière qui est en position, si vous voulez, de super parties contractantes. Et donc, tout ou presque est fait en référence à l'entreprise minière. Voilà pourquoi on dit à l'entreprise minière, voilà pourquoi on dit à l'entreprise minière, écoutez, euh, vous avez la possibilité, on vous donne une garantie de stabilisation, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, s'il y a euh, une nouvelle législation, vous avez la possibilité d'opter pour la nouvelle législation qui vous est favorable. Et donc là également, ce qui est intéressant, c'est que les États africains, vous savez, on est toujours dans la réaction. Euh, et c'est ça un peu peut-être le défaut. On n'est pas dans la stratégie, dans la prévention. Euh, on est toujours dans la réaction. On estime que c'est déséquilibré et donc il faut rééquilibrer. On estime que c'est non conforme à la loi et donc il faut sanctionner. Et donc c'est cette dynamique qu'il faut observer. Et donc la réaction qu'on a observée à l'occasion de clauses de réglementation favorables, euh, l'État dit, puisque vous voulez opter pour la nouvelle législation qui a des dispositions favorables, moi, je ne vous autorise cette option pour les dispositions favorables qu'à condition que vous optez pour l'intégralité des dispositions de la nouvelle loi. Ça permet également d'éviter un certain forum shopping, comme on dit. Un law shopping plutôt, pas forum, mais law shopping. Donc, c'est comme si l'entreprise minière va au marché et elle va dire, bon, cette partie de la loi, elle m'intéresse, elle m'est favorable, je la prends. Cette autre partie, elle ne m'intéresse pas. C'est comme si elle fait du shopping dans nos normes. Et donc, pour limiter cette pratique-là, les États ont développé, si vous regardez par exemple le Code minier du Sénégal, les dispositions transitoires et finales disent que la nouvelle législation ne s'applique pas aux entreprises minières qui détiennent leur titre avant l'avènement de la législation minière. Toutefois, lorsqu'elles souhaitent opter pour cette nouvelle législation pour le nouveau Code minier, elles doivent souscrire ou elles doivent opter pour l'ensemble des dispositions de la législation. Ce qui fait que l'État, s'il a prévu des dispositions qui lui sont favorables, c'est l'occasion d'appâter un peu, d'attirer un peu l'entreprise minière pour lui permettre de retirer ce qui lui est favorable, mais en même temps d'être obligé à ce qui est favorable pour l'État. Donc, c'est une pratique également qu'il faut, à mon avis, développer et encourager pour pouvoir effectivement limiter les tentations des entreprises minières et mieux négocier les parts de l'État. Euh, Merci beaucoup, bon, merci, c'est clair. Mm. Merci à vous. D'autres commentaires? bonjour professeur, bonjour à tout le monde. Bonjour. Euh, sur abondamment, par rapport à la question que le bâtonnier a posée, en fait, ça me fait aussi réfléchir et par rapport aussi à vos commentaires, monsieur le professeur. Déjà avant l'avènement du code minier de 2018, je crois que le bâtonnier va s'y souvenir, il y a eu beaucoup aussi beaucoup de tiraillements entre l'État congolais avec l'ancien président et et les entreprises minières. Parce que beaucoup des entreprises minières ne voulaient pas la modification, soit le changement
du code minier. Et du coup, ça m'a fait réfléchir par rapport à ce que vous avez dit sur la prévention et de stratégie. On peut, dans tout le cas, on peut modifier, soit changer les dénominations, tout ça, stabilité, ou soit on peut dire même le clause win-win, comme dit souvent Trump, les deals. Mais le plus important de tout, c'est le contenu et aussi de stratégie que nous, le pays africain, soit le pays minier ou pétrolier, nous pouvons nous pouvons mettre en place. C'est comme on peut aller au marché, chez la dame X, elle vend à 300 francs, l'autre elle vend à 200. Mais quels sont les avantages que le X, soit l'État Y, a mis en place? Je vais ouvrir la parenthèse, je vais le renfermer un peu très vite avec ce qui se passe entre la RDC et le pays voisin. Visiblement, c'est la République démocratique du Congo qui est un pays minier, mais on ne, on ne sent pas, je peux dire, on ne voit pas de bonnes stratégies, soit de stratégies politiques qui peuvent séduire les investisseurs par rapport aux pays étrangers, par rapport aux pays voisins. Je veux citer, nous le savons tous, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, on peut voir sur le plan des infrastructures, le Rwanda est plus avancé que la République démocratique du Congo. Donc, tout est question, ce n'est pas vraiment un problème de dénomination, mais tout est question aussi de stratégie que tout le pays, soit le pays minier, peuvent mettre en place. Ceci va permettre à ce qu'il y ait aussi des investisseurs parce qu'on peut dire on a le minerai, on a le pétrole, mais nous le savons bien, il y a un principe de droit international qu'aucun pays ne peut vivre en vase clos ou soit en tour d'ivoire. On a le minerai, mais il n'y a pas d'investisseurs. Donc, la dénomination, peu importe, mais toute question aussi de stratégie, la responsabilité, surtout, ça nous revient. Nous il y a déjà le mandataire minier, peut-être demain, on sera aussi, on est déjà, je peux dire, de spécialistes, on peut être aussi au niveau du gouvernement, tout ça, soit renforcer aussi la société civile pour qu'on voit aussi quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place et surtout la loi sur le contenu local. Je l'ai dit l'autre fois, aujourd'hui, il y a comme une confusion entre le contenu local, la responsabilité sociétale, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment prévu. Mais il y a quelqu'un aussi, un de collègues qui avait dit il aurait entendu qu'il y a déjà une proposition de loi sur le contenu local. Mais cela revient aussi aux pays africains vraiment, comme je le dis, surtout en matière d'infrastructure, de voir quelles sont vraiment les stratégies qu'on peut mettre en place ici, qui va permettre aussi que les investisseurs viennent, soit les sociétés viennent. Mais si aujourd'hui on montait quand même aux enchères, ça pourra aussi nous mettre à une bonne position. Mais on peut monter aux enchères, mais si on n'a pas aussi les avantages ne sont pas aussi, je peux dire, stratégiques, ça nous servira à rien. Voilà un peu ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce commentaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfois, les dénominations ne comptent pas beaucoup et c'est le contenu, la stratégie qu'on a derrière qui vaut. Et c'est pourquoi, vous savez, ce que vous dites est tellement vrai que les entreprises minières parfois jouent le jeu face à nos États. À chaque fois ils prennent de l'avance. Et donc parfois, ils sentent qu'on est en train d'évoluer vers une certaine direction. Et donc, ils maquillent un peu, ils anticipent et ils maquillent un peu ce que nous voulons et ils nous le présentent et on est content. Alors que finalement, ce n'est pas forcément ce qui nous bénéficie si on examine le choses au fond. Je vais parler de façon beaucoup plus concrète. Vous savez, à un moment donné, on a estimé que les contrats de concession n'étaient pas favorables aux intérêts de l'État et qu'il faut changer de nom. Il faut aller au contrat de partage de production. Parce que là, l'État a une part de production. Alors que là-bas, on vend et on a une redevance. Donc, oui, schématiquement, formellement, on peut se donner cette impression-là. Mais la vérité, le plus important, c'est de savoir, c'est pas ça. La première chose qui est importante, c'est qu'en matière de concession ou en matière de partage de production, il faut savoir ce qu'on partage déjà. C'est la ressource minière. Et c'est quoi la ressource minière? Il faut avoir l'information.
Les clauses d'information sont très, très importantes. Et il faut savoir ce qu'on produit, sa valeur, l'évolution du contexte du marché. Certains États ne maîtrisent même pas la quantité de la production. Et donc, tout ça impacte nos droits. Tout ça impacte les droits de l'État. Euh, Vous savez, les pays du Moyen-Orient, la plupart ont connu leur époque de gloire en matière d'hydrocarbures grâce à des contrats de concession, grâce à des modèles concessionnels. Et donc, la variation terminologique n'a pas forcément beaucoup d'impact. C'est pourquoi je disais hier que euh, cette classification, c'est vraiment pour nous permettre de classer les idées et d'avancer, mais ça ne signifie pas forcément un renversement de perspective. C'est pas tout à fait exact. Et donc, c'est important de réfléchir par avance, de réfléchir dans le long terme et de poser ces stratégies progressivement. Donc, il ne faut pas qu'on soit rattrapé par ce qui est euh, effet des mots ou ce qui sonne bien. Et il faut être vraiment au fond des choses et choisir ce qui correspond le mieux à nos intérêts. C'est le commentaire que je souhaite faire. Est-ce qu'il y a des commentaires additionnels? Je voudrais juste... on a initié une petite discussion avant que tout le monde ne vienne au sujet avec le bâtonnier par rapport aux clauses de stabilisation. J'ai beaucoup d'intérêt pour ces clauses-là parce que c'est l'un de mes premiers travaux dans le domaine. Et donc, je disais au bâtonnier que mon premier ouvrage sur le domaine est sorti il y a une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de développement. Et il est vrai que certains développements sont venus, sont annoncés et sont venus beaucoup plus tard. C'est tout ce qui est, par exemple, c'est tout ce qui est limitation de la portée des clauses de stabilisation en matière environnementale. On en avait parlé, mais c'est plus tard au Sénégal qu'on a consacré ça. Et donc, ce sont des clauses très intéressantes qui sont très importantes et et là également, en fait, je voudrais attirer votre attention sur une chose très importante, c'est que nos États, le problème fondamental, c'est que on, on fait focus sur tout ce qui est financier et parce que ils sont tous, tout le temps en recherche de comment augmenter nos parts, Oui, comment augmenter les revenus oui. financiers. Et donc, ça crée des difficultés parfois pour comprendre globalement le régime et se positionner du point de vue stratégique. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez euh, parler d'équilibre, c'est pas simplement les clauses financières qu'il faut voir ou les clauses à portée financière. Tout ce qui est clause de règlement des différends, clause de droit applicable, clause de stabilisation, l'équilibre et le régime, l'architecture normative euh, de relations entre les États et les entreprises minières est construite autour de ça. Et le vrai équilibre, c'est à ce niveau. Et quand je vais faire un résumé qui choque, quand on analyse ces clauses que je viens de citer, on se rend littéralement compte que l'État africain est dépossédé de tous ses prérogatives, de tous ses pouvoirs importants, et que finalement, c'est un figurant qu'on a devant nous. Et tout ça, c'est par le jeu de clauses qui sont a priori anodines, mais qui réchappent, euh, qui, qui, f- qui refaçonnent complètement les relations qui sont en jeu. Donc,
voilà un peu l'équation dans laquelle on se trouve. Euh, et donc, les discussions sont interminables, mais ah, voilà un peu. Je voudrais faire ces petits coups de gueule, excusez-moi. Et donc, on aura l'occasion, si vous le souhaitez, on gardera le contact, on prolongera les échanges et à l'occasion, on pourra voir ensemble comment donner un coup de main, comment contribuer à la marche de nos pays en faisant des propositions et en essayant un peu d'impacter l'évolution des choses. Alors, deux petites remarques, prof. Oui, Alors, j'ai suivi les discussions dans le groupe et puis, alors, deux ou trois petites questions quand mm, même m'ont marqué. Alors, la première question, c'est la première attends, discussion, oui, oui. c'est sur le contenu local. Alors, j'ai entendu un intervenant poser la question du contenu local dans le cadre contractuel. Mais j'ai eu le sentiment que, par rapport à son questionnement, on pourrait aller au-delà du cadre contractuel, hein, parce qu'il il a posé, il a posé sa question en termes de clauses essentielles, clauses substantielles, quelque chose du genre. Mais ça m'a davantage renvoyé au-delà de cette discussion sur le cadre contractuel, m'a davantage renvoyé au niveau des politiques nationales, hein, en matière de contenu local. On voit bien que dans le nombre de pays africains, la question se pose, la question de la pertinence des politiques de contenu local, puisque ces pays, la plupart des pays africains avantage veulent tirer avantage de l'exploitation minière. Alors que ces exploitations bénéficient à l'État, hein, ou à l'économie nationale notamment. Et donc, le contenu local est l'un des instruments privilégiés pour permettre à ces pays de tirer le plus gros bénéfice de l'exploitation minière dans leur pays. Donc, un certain nombre de pays africains sont vraiment engagés dans cette voie et ça me paraît être une réponse très pertinente par rapport à leurs besoins, aux besoins qu'ils expriment sur ce coup. Ça, c'est d'un. Donc, je vois l'approche, elle est pertinente de mon point de vue au niveau contractuel, mais davantage au niveau de la politique même, au niveau de la stratégie de ces États. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, alors, l'autre question, vous avez parlé de votre Pardon, docteur Robinson, on ne vous entend pas bien. vous ne m'entendez pas? La classe aussi? Oui, là c'est bon. En fait, tout à l'heure, on ne vous entendait pas, mais il y avait... oui, là c'est bon, on vous écoute. Alors, si je peux répondre, la première préoccupation que j'ai entendue, c'est sur le contenu local. Oui, là, on a suivi cette Ah, intervention sur le d'accord. contenu. Alors, deuxième point de discussion, c'était sur la clause de stabilisation. Deux choses à ce niveau. La première, vous avez évoqué votre ouvrage. Il serait bon de nous envoyer dans le forum ou m'envoyer, puis je vais le partager aux étudiants, ou m'envoyer la première de couverture ou première, quatrième de couverture, pour qu'on voit un peu et qu'on puisse se procurer votre ouvrage. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, j'ai partagé avec l'une des promotions un article que vous aviez écrit dans une revue londonienne là, sur cette question-là. Hein. C'était un rapport avec, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais c'était un rapport avec les contrats miniers, mais on touchait à ces questions-là, cette question de clause de stabilisation. Troisième moment, c'est justement tout le débat qu'il y a sur les clauses de stabilisation. Ces clauses font
effectivement débat sur le continent et on le voit au Mali. Hein? On le voit au Mali dans le cadre du différend entre Gold et l'État du Mali, ou de manière générale, on peut le voir dans les pays du Sahel, lorsqu'elles sont en train de réformer le droit minier dans le sens d'une reprise du contrôle, reprise de la main, l'exercice de leur souveraineté sur l'exploitation minière. Et donc, les clauses de stabilisation qui ont été signées il y a quelques années, il y a assez longtemps, sont en train d'être remises en cause, notamment au niveau de leur durée. Donc, ce sont des clauses effectivement qui font débat sur le continent, des clauses très pertinentes sur lesquelles on devrait continuer effectivement à réfléchir. D'où l'importance pour la classe, pour nous, qui travaillons sur ces questions, de lire votre ouvrage. Merci beaucoup, merci infiniment. Je ne sais pas si vous souhaitez, je ne sais pas si vous avez terminé ou vous avez des commentaires additionnels, Oui, docteur oui. Robin. Bon, pour le moment, c'est bon. Pour le moment, c'est correct. Merci beaucoup, merci pour ce commentaire et je souscris totalement aux observations que vous avez faites. Je vous partagerai en fait le lien vers la quatrième de couverture de l'ouvrage avec grand plaisir. Et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des questions qui me préoccupent un peu à titre personnel depuis quelques années. J'ai vu un peu comment les choses ont évolué. Euh, et je suis tout à fait disposé à trouver des créneaux, des modalités de réflexion, de collaboration. N'hésitez pas, si vous voulez des avis juridiques sur ces clauses-là, ou s'il y a des réformes de loi, ou s'il y a des contentieux qui sont nés de l'évolution des réformes dans nos pays. N'hésitez pas à en parler. Nous pouvons trouver matière à contribuer un peu à l'évolution de choses et ça sera avec grand plaisir. Je vous partagerai également les informations sur l'ouvrage. Ainsi que l'article que Dr Robinson connaît. Et justement, moi, je parlais un peu des contrats miniers déséquilibrés. Et Ah oui, tout j'essaye à fait. de les analyser à la lumière des principes d'une droit qui se rapporte au contrat du commerce international. L'article, certainement, docteur Robinson vous le partagera et si il n'est pas encore il n'est pas disponible, je pourrais également vous le partager sans faute. Je suis d'accord avec Ah, euh, oui, monsieur qui vient de... pardon, quelqu'un a parlé, je n'ai pas bien saisi. Non, le micro était ouvert. Allez-y. Ok, ok, d'accord. Non, non, donc du coup, je disais donc par rapport aux documents et aux problèmes que pose ce clause-là, les documents, les informations seront transmises et puis n'hésitez pas s'il faut en fait faire un travail de plaidoyer, d'anticipation, de contribution au débat ou de façon beaucoup plus concrète s'il y a des sujets autour de ces problématiques dans vos pays, dans vos pratiques, n'hésitez pas à prendre contact et on verra comment contribuer à ce que les choses évoluent. Euh, le commentaire sur le contenu local, je suis totalement d'accord avec Ah, vous. allô? Allô? Oui, Maître, fermez votre micro, Maître Holo. ouais, sauf s'il veut intervenir, il y a pas de souci. Autrement, Oui, oui. Je voulais oui, intervenir un peu. oui, allez-y. Je m'excuse, professeur. Ah, donc, ce que vous dites est tellement fondamental, vraiment fondamental, Oui, dans le sens où, et surtout, quand vous observez, la plupart de nos pays africains sont des oui, pays miniers. Mais oui, cette garantie-là en fait, qui fait en sorte que la population locale puisse se retrouver dans des contrats miniers, oui, alors, en termes de contenu local, sa mise en œuvre pose toujours problème dans nos pays africains. oui, Et ce que vous venez de dire tantôt,
de manière à Oui, ce que nous puissions, nous, nous qui sommes avertis, oui, selon le pays, nous puissions nous réunir, réfléchir sur un bon nombre de mécanismes, entre autres le projet de loi ou la proposition de loi sur les contenus locaux en général. D'abord, et puis on particularise aussi, on fait en fait surtout sur le secteur extractif, secteur minier, pétrolier, gazier, nous puissions insister surtout là-dessus parce que c'est parmi des secteurs qui fait en sorte que donc la situation au fait environnementale de la population locale ou la population riveraine soit au fait ou évolue en dégradation de plus en plus et même la situation sociale se dégrade de manière à ce que la mise en œuvre de ces lois font problème. Et comme au fait ce qui est à la base de l'absence évidemment de cette loi-là dans nos pays. Et si et seulement si nous allons nous-mêmes, non seulement en dehors de plaidoyer, mais aussi soit appuyer les législateurs avec déjà un texte et vulgariser, voir dans quelle mesure les constituants peuvent mordre à la maison de manière à récupérer l'affaire et à soumettre cette loi à l'ordre du jour, parce que c'est vraiment d'une grande importance. C'est ce que je voulais au fait dire. Voilà, c'est ça. merci beaucoup. Merci infiniment pour votre commentaire. Et encore une fois, on est tout à fait alignés par rapport à l'importance de ces sujets et également à l'importance de trouver les moyens de contribuer à l'évolution des choses. Et encore une fois, je ne peux que confirmer, me concernant, toute ma disponibilité à trouver des cadres, à trouver des cadres de discussion, de contribution au débat. Et parfois, je vous assure, ça peut se faire très rapidement. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. En 2016, au Sénégal, on a eu un nouveau code minier. Et avant 2016, il y avait déjà un mouvement de réforme du code minier qui était en cours et donc il y avait des discussions qui se faisaient et donc il y avait une réunion de compte rendu de présentation du projet de code. Et de façon tout à fait spontanée, j'ai vu l'information passer et je suis venu assister au compte rendu un peu de l'évolution du projet de réforme. Et il y avait justement à l'époque la question de la stabilisation. Et donc, de façon tout à fait volontaire, j'ai fait un petit papier pour donner quelques recommandations par rapport à la stabilisation. Et j'ai donné ça aux organisateurs de façon mais vraiment spontanée. Et sur cette base, j'ai été recontacté par la direction de mines du Sénégal pour dire, en fait, venez, on discute, on a vu ce que vous avez proposé sur la stabilisation et donc il faut qu'on trouve le moyen de, non seulement pour cette fois-ci, pour cette réforme, mais de pouvoir établir une coopération sur la durée. C'est juste pour vous dire que des choses sont possibles. Parfois, c'est à nous de prendre les initiatives, de prendre les devants et voilà, de tenter le coup. Il est vrai que l'accessibilité pose défi pour nos gouvernants. Parfois, ils ne sont pas accessibles, parfois, ils n'écoutent pas toujours. Mais ayons de la bienveillance dans nos démarches, de la stratégie aussi. N'accusons personne, ne faisons pas juste des constats, mais passons au concret. Disons, voici A, B, C, ce que nous proposons. Et il faut que les objectifs également soient atteignables. Parce que vous savez, c'est tout ce qui est aujourd'hui en vigueur dans le secteur extractif a été construit depuis de très longues années. Et ça a été fait sur la base des rapports de force qui font qu'on ne peut pas d'un coup de baguette magique tout effacer et tout changer, même si on estime que euh, cela doit changer et cela doit vraiment changer. Donc, ayons des objectifs mesurables, faisables,
euh, voilà, soutenable et avançons dans cette direction-là. Et donc, de la sorte, je pense qu'on pourrait aider à ce que les choses avancent dans nos pays. Les stratégies, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est là où, en fait, le développement des compétences aussi, parce que tout ce qui est là est le fruit des imaginations de gens. Et donc, c'est la ressource fondamentale en la matière. La clé, c'est pas juste la ressource minière qui a de la valeur, bien sûr, mais c'est la ressource mentale, c'est la ressource intellectuelle. Et là-dessus, nous sommes tous interpellés et c'est déjà bien ce que nous faisons, le renforcement de capacité et tout ça. Ça va vraiment aider à faire bouger les choses. Un mot sur le contenu local, c'est très important parce que, vous savez, ça également, c'est le fruit de l'évolution de la conception qu'on a un peu de notre rapport aux entreprises minières. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, on pensait que ce qui compte, c'est uniquement l'État central à travers les revenus qu'il perçoit. Mais on s'est rendu compte que le développement, c'est aussi ce qui se passe au niveau micro. C'est, c'est pourquoi on a dit que, en fait, euh, pour mesurer la valeur ajoutée locale, il faut regarder pas simplement ce qui va dans le caisse de l'État directement, mais il faut voir également tout ce qui peut être une opportunité de travail, de marché, de fourniture de services et de biens par les entreprises. Cela ne va pas directement dans les caisses de l'État, mais c'est là, en fait, crée de la richesse. Il y aura plus de jobs, les gens vont avoir du boulot. Il y aura plus de pouvoir d'achat, donc plus les gens ont des sous, plus ils vont acheter, ça va faire bouger l'économie. Et de toute façon, les entreprises qui produisent de la valeur, ils payent des taxes aussi pour l'État. Et c'est aussi simple que ça. C'est pourquoi on a décentralisé un peu l'accès aux revenus en créant, en renforçant les textes sur la valeur ajoutée locale. Mais le petit bémol que je souhaite souligner à ce niveau, c'est que il ne faut pas que ça soit un effet de mode. Il faut que nous soyons prêts à saisir les opportunités qui sortent des activités extractives. Si on fait des beaux textes sur le contenu local, mais qu'il n'y a pas des entreprises locales qui sont capables de fournir des biens et des services, si on n'a pas des institutions de contrôle et de surveillance pour la mise en œuvre du contenu local, ça sert à rien. Donc, il faut que notre économie locale soit capable de fournir en qualité et en quantité ce qui est demandé par l'industrie minière. Autrement, ça sera inapplicable. On aura des beaux textes, mais nos entreprises ne sont pas capables, ni techniquement, ni financièrement, ni du point de vue organisationnel, à aller en appoint aux entreprises minières. Donc, euh, ce sont des considérations à prendre en compte pour que notre contenu local ait l'effet recherché. Bien, prof, permettez-moi d'intervenir, je vous en prie. Permettez-moi Oui, d'intervenir là-dessus parce que d'accord. cette remarque me paraît fondamentale parce que quand je vois des pays, les pays africains qui veulent s'engager dans la voie du contenu local, on voit bien une volonté politique réelle de ces pays de s'y engager. Alors, je comprends tout de suite que effectivement, ça doit non seulement être une politique à moyen et long terme. Moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on doit préparer nos économies, on doit préparer les économies, ça doit aller progressivement. Alors, progressivement, pour préparer les économies de ces pays-là, les économies de ces pays-là à tirer toutes les dividendes. Donc, on peut commencer à des niveaux faibles, on peut commencer progressivement à des niveaux faibles et parvenir justement à des pourcentages très élevés de contenu local.
Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est comme ça que dans les législations où le contenu local est très avancé, c'est comme ça qu'on procède. On va de façon progressive et on a un vrai plan qui détermine. Et on a de vraies modalités aussi, hein, pour permettre un peu de faire cette transition, et de dire que dans 5 ans, dans 6 ans, au Sénégal, je donne juste un exemple, on a des secteurs d'activité dont on a clairement dit que ça, on ne peut pas le prendre en charge localement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a imposé une jointe venture pour dire que ça, c'est un régime mixte. Ça doit être fait par des étrangers et par des locaux. De sorte qu'il y ait un transfert des compétences et que ce régime mixte, au bout de 5 ans, va devenir un régime exclusif, exclusivement dédié aux nationaux. Donc, c'est juste un exemple, mais ça montre à quel point on peut avoir des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, il faut juste y réfléchir et voilà, il faut y réfléchir et il faut les proposer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre observation. Permettez-moi juste de dire 2 mots sur deux aspects importants du contenu. C'est tout ce qui est rapatriement de fonds et des dividendes, parce qu'on on s'est rendu compte qu'en fait, que les entreprises minières sont détenues par des investisseurs étrangers. Et Votre donc, attention, s'il vous plaît. pour, La bibliothèque va fermer ses portes dans 30 minutes. Nous vous remercions de déposer les livres consultés sur les chariots et de jeter vos déchets dans les poubelles. Les places de travail doivent être débarrassées. N'attendez pas la dernière minute pour venir emprunter ou restituer des documents à l'accueil. Merci pour votre collaboration. Nous vous souhaitons une bonne soirée. euh, pardon, en fait, je suis à la bibliothèque un dimanche après-midi et donc, du coup, voilà pourquoi vous avez eu ces interférences-là. Je disais tantôt qu'il y a des revenus qui doivent répartir chez les investisseurs qui sont à l'étranger. Et voilà pourquoi les entreprises minières négocient des clauses de rapatriement de dividendes et des revenus vers les investisseurs étrangers. Et puis un dernier élément, c'est les clauses de règlement des différends. Arbitrage, médiation, conciliation, c'est un vrai sujet. Euh, voilà, sur lesquels en général on revient, mais cette fois-ci on n'a pas le temps d'y revenir malheureusement. Mais de toute façon, je crois que vous auriez des éléments dans le slide que je vais envoyer. Et donc, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. S'il y a des aspects sur lesquels il faut revenir, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Je vais m'arrêter là. J'ai prévenu Dr Robinson que j'avais souhaité aujourd'hui qu'on commence un peu plus tôt parce que j'ai un engagement à 18 h et donc il faut que je puisse me présenter à l'heure. Cela marque également la fin du cours. Et je voudrais vous dire que j'ai été particulièrement ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces questions, de pouvoir vous écouter, avoir vos feedbacks, comprendre les mécaniques autour de la régulation des activités minières dans vos pays, dans vos pratiques. Je voudrais remercier l'Institut québécois des affaires internationales et mon ami Robinson pour de m'avoir associé. Je crois que c'est au moins la troisième promotion laquelle j'interviens et donc c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos domaines respectifs. Et comme je le disais tantôt, n'hésitez pas, gardons le contact et je me réjouis de vous retrouver en d'autres circonstances avec grand plaisir. Alors, très bien, prof, Exactement d'accord, professeur. on va vous laisser partir et vous dire toute notre satisfaction, vraiment. Je crois que vous avez livré la chose et nous sommes très heureux pour ce moment. On a beaucoup appris et puis on va continuer à approfondir. Vraiment un gros merci. Merci infiniment. Merci Robinson. Allez,
Bon Allez, dimanche à la classe et bonne semaine. on- Bon dimanche à tous. Bon Merci. dimanche.